Nous sommes en guerre. Bonjour et bienvenue dans cette émission exceptionnelle de confinement en plein cœur de Paris, quasiment désert. Bonjour Elisabeth. Bonjour Julien. C'était il y a un mois, Emmanuel Macron prenait la parole. Le président met la France à l'arrêt. Objectif, éviter la saturation dans les hôpitaux alors que l'épidémie de coronavirus circule sur le territoire. Et du jour au lendemain, nos vies, vos vies vont être bouleversées. École à la maison, télétravail. Impossible aussi de continuer à se divertir. Plus de cinéma, de cafés, de restaurants. Seuls les commerces jugés essentiels à la vie du pays vont rester ouverts. Et la France découvre alors ces petites mains qui sont essentielles à notre quotidien. Les soignants, eux, sont envoyés au front dans des hôpitaux sous pression. Nous allons vous raconter comment la France se porte un mois après, quelles sont ses perspectives de reprise et aussi peut-être comment ce confinement a amorcé un début de changement. Tour d'horizon donc de cette France confinée grâce aux images que nous avons tournées ces dernières semaines, grâce aussi aux témoignages de ceux et celles qui ont fait l'actualité. Et justement, rencontre avec ceux et celles que la France applaudit chaque soir à 20h, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. La France en blouse blanche qui se bat chaque jour, quotidiennement, au péril de sa vie, sans compter ses heures. Reportage. Je m'appelle Sophie Marquet, je suis médecin réanimateur à l'hôpital de Corbeil, où depuis un mois, avec mes collègues, nous faisons face à l'afflux de patients touchés par le Covid. Bonjour. Il est aide-soignant dans un foyer d'handicapés dans le Val-de-Marne. D'accord. Il y a eu plusieurs cas détectés positifs. Bonjour monsieur. On va vous endormir, ouais. D'accord. Pour aider vos poumons à guérir. Et puis on vous réveillera quand vos poumons iront mieux. D'accord. Parce que là, mes poumons ne sont pas bien. Non, là, vos poumons, ils n'arrivent plus à oxygéner votre cerveau correctement et tous vos organes. Donc on va les aider. D'accord. Ouais, on est en train d'intuber un patient de 38 ans pour le mettre au 4. Pas toi, le 4. Parmi ceux qui sont venus en réanimation, on a été surpris de voir qu'on a des patients relativement jeunes qui n'avaient pas de problème de santé plus important que ça avant d'arriver en réa pour le Covid. Donc ça, oui, c'était pas du tout ce à quoi on s'attendait au départ. Moi, la réanimation, je l'ai choisie pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, c'est une discipline qui touche toutes les disciplines de médecine. On est en contact avec des gens qui sont dans une situation extrêmement particulière, qui sont dans une souffrance importante. Donc voilà, il y a beaucoup de contacts et beaucoup d'humains. Bonjour, Sophie Marquet, je suis un des médecins de l'hôpital. En fait, depuis hier, l'état de santé de votre papa est en train de se dégrader. Il manque beaucoup d'oxygène, là, aujourd'hui. Le rapport aux familles, c'est un gros problème, effectivement, du Covid, parce que le seul lien qu'ils ont avec leurs proches, c'est le téléphone. Enfin, disons que nous, on les appelle une fois par jour pour leur donner des nouvelles, mais évidemment, ça n'est pas suffisant. Si vous pouvez venir tout de suite, comme ça, nous, on met la machine après. D'accord ? On essaye quand même de faire venir les familles pour les fins de vie ou quand le patient va très mal. Bonjour, je suis le médecin, c'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Quand même pour ne pas les priver des derniers moments avec leurs proches, voilà, dans la mesure du possible, mais c'est compliqué. Ouais. Si on le laisse comme ça, malheureusement, il va mourir. On va faire le maximum, je vous promets. Il y a une fatigue qui commence à s'installer, une fatigue physique en fait surtout. On essaye de ne pas se sentir impuissant parce que c'est dans l'essence même de notre travail, quoi. C'est d'essayer de proposer toujours quelque chose. Ça a été très compliqué. On va manger, Hortense ? Je vais voir si les autres sont là. Donc là, je fais attention de ne pas déchirer la casaque parce qu'on va les recycler. Ah oui. Parce qu'on n'a pas assez de moyens. Ça fait des mois, voire des années que voilà, l'ensemble des acteurs de l'hôpital dénoncent le manque de moyens. Donc là, effectivement, avec une crise pareille, même avec la meilleure volonté, y a des choses qui vont toujours pas. Donc oui, il y a des patients qui ont été traités avec des respirateurs un peu moins bons. Il y a des patients qui sont surveillés par des infirmières qui ne sont pas des infirmières qualifiées en réanimation.
Donc on ne peut pas dire que tous les patients ont la même chance, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on fait au mieux avec les moyens dont on dispose. Ouais. On est très heureux que les gens nous soutiennent. On espère que ça va durer et qu'ils nous soutiendront encore quand on manifestera pour avoir plus de moyens. Voilà, on a choisi de débuter cette émission spéciale en donnant la parole à ces blouses blanches, ces hommes, ces femmes engagés quotidiennement sur le front depuis cette pandémie. Bonjour Julien Leroy, merci de nous accueillir ici à l'hôpital Saint-Louis où vous travaillez. Nous sommes à Paris, vous êtes infirmier en service de réanimation. Quelles sont les nouvelles? On entend dire que ça va mieux, que c'est un début d'amélioration. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Je pense que c'est les bienfaits du confinement là, qui sont ressentis. On sent qu'il y a effectivement une baisse de la contagion et de la propagation du virus. Alors justement, les effets du confinement qui se font ressentir, le chef de l'État vient d'annoncer il y a quelques jours un début de déconfinement partiel au 11 mai prochain. Comment est-ce que vous avez réagi à cette annonce ? De toute façon, on ne va pas pouvoir rester confiné vitam aeternam, hein, donc il faut effectivement en passer par là. Il y a des appréhensions forcément, je crois qu'on en est tous là, on a tous des appréhensions sur ce qui va advenir lorsque le déconfinement va se mettre en place, mais je crois qu'on ne peut pas faire autrement que de lancer le déconfinement. La deuxième vague, c'est quelque chose qui vous fait peur, vous, en service de réa aujourd'hui? Est-ce que vous vous y êtes déjà préparé? Vous êtes prêt à ce scénario possible? Je crois que la plus grosse crainte qu'on avait, c'était surtout de ne pas pouvoir répondre à cette première vague et d'être débordé par l'afflux de patients comme ça a pu être le cas en Italie. Et donc je pense qu'on est plutôt moins anxieux sur cette deuxième vague. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'il se passe derrière ces murs? Concrètement, un service, une journée dans un service de réa, ça donne quoi? Ça donne une grosse équipe. On est très nombreux auprès des patients. On a besoin de beaucoup de personnel. On travaille essentiellement, moi, ce que j'appellerais en trinôme, c'est-à-dire avec un médecin, un infirmier et un aide-soignant au lit du patient. On a besoin de cette pluridisciplinarité. On a aussi des kinés, des pharmaciens qui nous épaulent. Toute une logistique, un encadrement. C'est beaucoup de personnel qui est nécessaire pour faire tourner ne serait-ce qu'un lit de réanimation. L'une des particularités, je dirais même des difficultés pour les patients qui intègrent un service de réanimation aujourd'hui, c'est qu'ils sont très seuls. La famille, les proches ne peuvent pas venir les voir et c'est aussi évidemment une difficulté pour vous puisque vous devez jouer le double rôle, le soignant et le proche, celui qui accompagne un maximum. Vous diriez que c'est ça peut-être aujourd'hui le plus difficile dans vos journées? Alors, pour nous, c'est une grande difficulté. Pour les patients qui sont chez nous hospitalisés en réanimation, la plupart sont dans le coma artificiel ou dans un état de conscience très altéré. Donc forcément, on se doute que c'est un problème aussi pour eux de ne pas être entourés de leurs proches. Je crois que la principale difficulté dans cette histoire, c'est plutôt pour les familles qui sont loin, qui sont isolées, qui ont du mal à se rendre compte de la gravité de la situation, de quel état est leurs proches, qui s'en occupent. Alors nous autorisons quand même les très proches à venir visiter les patients en réanimation, mais de manière avec de grandes restrictions de temps, de personnes. Il y a cette difficulté de l'accompagnement, il y a aussi le manque de moyens, on l'a vu, on en a beaucoup parlé, l'absence de personnel, de main-d'œuvre, l'absence de matériel aussi. Alors, c'est vrai que pour cette crise, on a eu beaucoup de ressources qui ont été mises en place, et heureusement, parce qu'on en avait vraiment besoin, que ce soit en termes de matériel ou de personnel. Vraiment, on a senti quand même un soutien des autorités non négligeable. Maintenant, les difficultés de personnel et de matériel, c'est le quotidien de l'hôpital, vraiment. Moi, ça fait 16 ans que je travaille dans la fonction publique et ça fait 16 ans qu'on jongle avec effectivement des problèmes de matériel ou de personnel. Donc vous, à Saint-Louis, à l'hôpital Saint-Louis en tout cas, le manque criant de masques, de surblouses, c'est pas quelque chose que vous avez rencontré comme dans certaines autres structures? Dans notre hôpital, on a encore la chance effectivement d'avoir du matériel en quantité quasi suffisante. Alors
on l'utilise vraiment avec parcimonie. On essaie de rentabiliser au maximum les masques, les surblouses, etc. Mais effectivement, certains de mes collègues et amis ne rencontrent vraiment pas la même chance, je dirais, hein, en termes de matériel. Oui. Vous n'avez pas découvert effectivement les difficultés de l'hôpital. Le reste des Français peut-être si, avec cette crise. Est-ce que vous avez des interrogations, des inquiétudes pour l'après, le plus long terme? Est-ce que vous appréhendez peut-être l'avenir? On a mis le paquet pendant cette pandémie, vous l'avez dit, hein, l'État a été là pour vous soutenir. Est-ce que vous avez peur qu'on vous oublie à nouveau après? C'est une de mes inquiétudes, effectivement. Voilà, il y a eu beaucoup d'argent déployé pour pallier à cette crise, à cette première vague. Et personnellement, moi, je crains un peu qu'on nous dise, par la suite, il va falloir encore plus serrer la ceinture parce que on a utilisé la majorité des budgets. De façon peut-être un peu plus personnelle, le soir, quand vous rentrez chez vous, vous vous dites quoi? Qu'est-ce que vous retenez de vos journées? C'est difficile déjà de raccrocher avec la famille? Non. Non, au contraire, c'est pour ma part une aide essentielle, hein, mon entourage et mes proches. Je vous avoue qu'on a la tête dans le guidon pour le moment et qu'il est difficile de tirer un bilan de tout ça pour l'instant. Quand je rentre chez moi, je suis surtout fatigué dans un premier temps et je pense à récupérer pour être en forme pour les jours à venir où je remettrai ma blouse. C'est surtout ça qui m'importe pour le moment, de bien récupérer quand je rentre chez moi pour être en forme et le plus efficace possible dès mon retour au travail. L'immense élan de solidarité auquel on assiste depuis le début du confinement, il y a ces applaudissements nourris chaque soir à 20h, des Français extrêmement reconnaissants. Il y a beaucoup de Français qui se sont rendus spontanément à l'hôpital pour apporter des vivres, des restaurateurs aussi, hein, qui ont contribué à leur façon. On entend aussi dire certains, on est un peu gênés, on n'a peut-être pas suffisamment considéré l'hôpital, les soignants avant. Aujourd'hui, on se réveille peut-être un peu tard. Votre positionnement à vous, c'est quoi aujourd'hui vis-à-vis de tout ça? Vous savez, moi je ne fais pas ce métier-là pour être applaudi. Je ne suis pas un héros comme on peut l'entendre. Je suis juste un citoyen qui fait mon métier. Évidemment que tous ces messages d'encouragement et de soutien nous fait chaud au cœur. Mais j'ai pas l'impression de le mériter plus que qui que ce soit d'autre. Je fais mon métier, je suis payé pour faire ce métier et voilà, c'est pas quelque chose après quoi je cours, en tout cas cette reconnaissance. Effectivement, l'hôpital éprouve des difficultés, mais j'espère qu'on en tirera que du mieux, en tout cas de cette crise. Et qu'on ira vers plus de moyens à l'hôpital. Dans le reportage juste avant votre intervention, on entendait cette médecin en réanimation qui disait voilà, c'est super ces applaudissements chaque soir. On verra si on continue de nous soutenir demain après la crise, quand on retournera manifester dans la rue. C'est un sentiment que vous partagez aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr, je pense qu'il faut aussi montrer, au-delà de ces applaudissements, du soutien pour le personnel soignant quand ça sera possible, parce que vraiment l'hôpital en a besoin. Merci beaucoup Julien Leroy, merci au nom de tous les Français et merci de nous avoir accordé cet entretien, témoignage précieux aujourd'hui, plus d'un mois après le début de ce confinement. Et on l'a entendu, le chef de l'État l'a annoncé, d'ici au 11 mai prochain, Emmanuel Macron promet de tester massivement les Français qui développeraient des symptômes du Covid-19. Encore faut-il en avoir les moyens pour tenir cette promesse. Il manque un élément indispensable, crucial, les fameux écouvillons produits jusque-là en Italie. Une entreprise familiale normande a décidé de réadapter l'intégralité de sa production pour produire massivement cette denrée rare. C'est un reportage de Julie Dengeloff. C'est une course contre la montre à laquelle se livre cette entreprise familiale spécialisée dans les produits de soins à base de coton. Le but, pallier la pénurie d'écouvillons, ces longs cotons-tiges insérés dans le nez de patients, indispensables aux tests virologiques pour détecter le Covid-19. Objectif fixé, produire 1 500 000 écouvillons par semaine. Pour y parvenir, il a fallu modifier le mode de production en un temps record pour passer de la fabrication de coton-tiges à celle d'écouvillons. Il faut savoir que les majeures modifications qu'on apporte à ces machines, c'est la longueur de l'écouvillon, qui n'est pas du tout la même que la longueur d'un bâtonnet standard. La deuxième grosse modification aussi, c'est le diamètre de l'embout cotonné, qui est beaucoup plus faible pour un écouvillon
Et le gros défi, c'est de faire ça en moins de 3 semaines. Et le modèle a déjà été validé et adopté par les hôpitaux de Paris et le service de santé de l'armée. Depuis, les demandes affluent de toutes parts. Nous sommes contactés par des laboratoires, des hôpitaux. On sent qu'il y a un vrai besoin de ce test virologique, donc détection de la présence du virus. C'est indispensable pour protéger les personnes qui pourraient être en contact, donc protéger les soignants, protéger les personnes fragiles. Et là, dans le cadre d'une crise sanitaire, pouvoir dire oui, on répond présent, oui, on est en ordre de bataille, c'est une immense fierté pour l'ensemble des collaborateurs de Le Moine France. Lors de son allocution aux Français, le président de la République, Emmanuel Macron, a promis que d'ici le 11 mai, la France serait en capacité de tester massivement les personnes présentant des symptômes. Le but serait de les placer en quarantaine pour éviter ainsi une seconde vague de Covid-19. Et la lutte contre le coronavirus se fait aussi au niveau local pour donner de l'air aux hôpitaux publics. Les villes ont mis en place ces centres Covid-19 et c'est là qu'on retrouve notre invité, le docteur Charlotte Rodambourg. Bonjour, merci de nous consacrer un peu de votre temps. Vous êtes médecin généraliste ici à Montrouge en région parisienne et vous intervenez aussi en tant que volontaire dans ces centres Covid-19. Racontez-nous d'abord ce qui se passe derrière ces murs. Il y a des médecins qui consultent ici, des infirmières. Les patients sont automatiquement rappelés 7 à 10 jours après de façon à vérifier l'évolution des symptômes. Et on peut également assurer le suivi des patients après les hospitalisations. Ça fait un mois que vous êtes sur le pont, même un peu plus puisque la crise sanitaire a commencé avant. Est-ce que vous avez constaté vous-même cette vague de malades arriver? Alors les centres ont ouvert relativement récemment, c'est assez nouveau, on n'a pas beaucoup de recul sur l'activité dans ces centres. Mais je pense qu'ultérieurement ils seront très utiles, notamment quand les sérologies seront en place pour pouvoir tester la plupart des patients. Maintenant, dans nos cabinets, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on n'avait pas de connaissances très précises du virus. On apprend au fur et à mesure. On a eu quelques messages d'information de la Direction générale de la santé, des unions régionales des professions libérales et des agences régionales de santé, mais en définitive, les informations étaient assez parcellaires et on était parfois pas informé beaucoup plus longtemps que les patients par le biais de la presse. Donc on a tâché de rester assez pragmatique, assez clinique dans la prise en charge de nos patients. Oui, parce que vous soignez finalement sans vraiment savoir qui est ce virus. Exactement, puis on a probablement déjà soigné des patients atteints de ce virus en amont sans savoir que c'était ce virus, puisque au départ c'est arrivé à peu près contemporain de l'épidémie de grippe et pour beaucoup de patients ça s'est présenté initialement comme un syndrome grippal. Donc voilà, on est resté assez pragmatique, à traiter les symptômes, à surveiller l'absence d'évolution péjorative pour pouvoir réorienter les patients vers des structures d'urgence si c'était nécessaire. Et puis on a aussi entendu certains patients qui n'étaient pas atteints par le Covid-19, qui n'ont pas osé venir en consultation dans vos cabinets parce qu'ils n'avaient pas envie de vous déranger. Est-ce que vous l'avez constaté? Beaucoup de patients ont eu des scrupules à venir nous voir pour des motifs qui auraient nécessité une consultation sur place habituellement. Premièrement parce que je pense que beaucoup d'entre eux n'osaient pas déranger, étant donné ce qui était véhiculé dans les médias de la surcharge de travail que nos collègues pouvaient avoir aux urgences. Également parce que je pense que le cabinet pouvait faire peur à l'idée de contracter le virus justement auprès de malades atteints, tout en sachant que pourtant on s'est organisé en conséquence. Et puis d'autres étaient scrupuleux tout simplement à l'idée de sortir et de se faire contrôler, estimant que le motif de leur consultation n'était peut-être pas suffisamment important pour que ça mérite le coup de sortir, de mettre voilà, allez consulter les médecins, bien sûr, ils sont là pour ça aussi. Parlez-nous aussi de votre organisation de travail. On a beaucoup parlé de la pénurie, de ces fameux masques. Vous, comment vous êtes organisé? Alors, les masques qui nous sont livrés le sont depuis relativement peu de temps. C'est vrai qu'au départ, on a surtout vécu sur nos propres stocks. Certains collègues ou certains professionnels paramédicaux ont pu aussi nous donner des masques parce qu'ils en utilisent dans leur profession et qu'ils ne pouvaient pas exercer leur profession. On a une collègue podologue qui nous a donné des masques, une collègue orthophoniste également. Donc c'était un peu le système D? Oui, des patients nous ont aussi procuré beaucoup de masques, on les remercie. Et ensuite, le relais a été pris par l'Agence régionale de santé qui nous fait livrer des masques désormais chaque semaine, en moyenne 6 masques FFP2 par médecin généraliste, ce qui permet d'en avoir un nouveau par jour. Racontez-nous votre sentiment sur l'après-confinement, le déconfinement. Est-ce que les médecins de ville, les généralistes vont jouer un rôle crucial, primordial?
Alors je l'espère, de façon à pouvoir continuer à suivre les patients qui auront été hospitalisés notamment, et puis de façon à relayer encore les messages de prévention et éviter que la propagation du virus ne croisse à nouveau. On sera là également pour répondre aux questions et permettre aux patients fragiles de continuer à avoir un suivi régulier. Maintenant, à titre personnel, j'ai pas tellement d'idées sur la façon dont le déconfinement doit se faire. J'imagine que c'est un casse-tête pour nos dirigeants, mais j'espère que tout le monde prendra ses responsabilités et que tout le monde le fera de façon intelligente. Merci beaucoup, Dr Charlotte Rodambourg, pour votre temps et votre témoignage sur France 24. Je rappelle une règle de base simple. Si vous avez des symptômes, il faut s'adresser à vous, les médecins généralistes. En tout cas, dans cette crise, toutes les forces vives sont les bienvenues, à l'instar des sapeurs-pompiers. Eux aussi ont dû réadapter leur mission en venant en aide aux soignants et aussi en renforçant leur protection. Exemple à Nancy avec Karina Chabour. D'accord, tu as besoin d'un coup de main là? On t'amène quelque chose? Non, c'est bon, je range le... Ces pompiers sont venus au chevet d'une dame de 85 ans. Chez les personnes âgées ou en cas de suspicion de Covid-19, la combinaison intégrale est devenue obligatoire. Il y a eu d'autres interventions d'ailleurs juste avant, où là les collègues n'étaient pas prévenus que c'était un Covid-19. Donc il a fallu qu'ils s'adaptent sur les lieux et qu'ils se protègent sur les lieux. Grâce aux dons, les pompiers ont pu renflouer leur stock de matériel de protection. Désormais, sur chaque intervention... Bonjour. Monsieur, on vous met un masque sous le visage, d'accord? Avec le confinement, le nombre d'accidents a été divisé par 2. Ces derniers jours, les interventions Covid ont elles aussi fortement chuté. Mais pas question de baisser la garde face à l'épidémie. À la caserne, le port du masque est facultatif, mais il a fallu revoir ses habitudes. Tu reprends ou pas? Comment? C'est très dur parce que parmi mes collègues, j'ai beaucoup d'amis. Et d'être loin d'eux, c'est très compliqué. C'est pas naturel pour nous, non. On est plus, voilà, on vit ensemble, c'est une famille, on est là 24 heures, on est ensemble. J'espère que ça va pas durer, parce que c'est pas la vraie vie d'un sapeur-pompier. Principale mission, pourchasser le virus dans les moindres recoins. Ouais, du coup là c'est plus un peu femme de ménage. Donc ces derniers temps c'est vrai que c'est un peu rébarbatif, mais on continue de le faire. Après c'est aussi pour nous, pour nos familles, et puis dans un souci aussi de pouvoir continuer à être ici, à être présent. Donc si tout le monde commence à être infecté, il y aura un problème au niveau des effectifs. Donc, Avec la belle saison, ces pompiers devront bientôt affronter les premiers incendies et peut-être aussi une deuxième vague de contamination. L'après-confinement, évidemment, on l'appréhende parce qu'on ne sait pas trop comment vont réagir les gens. On a peur que ça explose, on a peur que les gens se lâchent, se libèrent, fassent un petit peu n'importe quoi, qu'on retrouve une forte activité. En attendant un seul mot d'ordre, se protéger. Sur les 2800 pompiers du département, 160 ont été placés en quarantaine. Cette crise sanitaire a de réelles conséquences sur nos économies, au point que le ministre Bruno Le Maire a estimé que la France allait vivre en 2020 sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. De nombreux chiffres ont été évoqués jusqu'ici, certains donnent le tournis. Bonjour Éric Heyer. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, on va tenter ensemble de décrypter la situation et aussi de regarder les perspectives, ce qui nous attend demain. Commençons peut-être par un bref état des lieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est à un mois de confinement et nos évaluations, ça ne reste que des évaluations, sans que pour un mois de confinement, globalement, on perd par mois 30 points de PIB mensuel, ça veut dire 2,6 points de PIB annuels. L'INSEE est relativement proche de ces évaluations, il est un peu plus pessimiste puisqu'ils sont sur 3 points de PIB par mois, mais globalement c'est ça qu'il faut avoir en tête. L'État fait tampon jusqu'ici et soutient son économie. Jusqu'où ça va pouvoir durer comme ça? Combien de temps l'État français va pouvoir assurer en fait? C'est normal que ce soit les finances publiques qui prennent à sa charge l'intégralité ou la quasi-intégralité de ce coût économique de ces fameux 60 milliards d'euros. Alors oui, c'est effectivement plus la durée de confinement va durer, on parle de 8 semaines, plus finalement l'addition risque d'être salée.
jusqu'où on peut aller. Vous voyez, ça, c'est les marchés financiers qui peuvent déjà donner une première réponse. Finalement, on peut considérer qu'aujourd'hui, on lève à des taux extrêmement faibles. On a une banque centrale en Europe qui, aujourd'hui, assure qu'il n'y aura pas de faillite des États au moment de ce coronavirus. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a quasiment aucune limite dans le très court terme. Bien entendu, il y en a une, mais on ne la connaît pas réellement. D'où tout cet argent provient? Comment l'État fait-il pour soutenir les salariés, ces chômeurs partiels, pour soutenir ces entreprises? Oui, on réévalue ces plans de soutien au fur et à mesure que l'on se rend compte que finalement la crise est bien plus profonde qu'anticipée. Donc on est aujourd'hui sur un plan de soutien de 110 milliards d'euros. Mais attention, sur ces 110 milliards d'euros, il y a beaucoup de reports de coûts et donc ces fameux reports de charges, c'est-à-dire que les entreprises auront à les payer quand la crise, le confinement sera terminé. Exactement. Pour l'instant, c'est des reports de cotisations ou de fiscalité et donc ce n'est pas un coût budgétaire puisque pour l'État, cet argent va rentrer un peu plus tardivement, mais va rentrer. Beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs s'inquiètent. Certains ont d'ailleurs déjà baissé rideau, s'inquiètent des perspectives de reprise et réclament carrément l'annulation des charges, notamment. Est-ce que ça, c'est possible, c'est envisagé du côté des autorités françaises? Alors, effectivement, on peut se dire que d'un point de vue des entreprises, on les maintient aujourd'hui sous respiration artificielle, mais sans annuler complètement le coût. C'est-à-dire qu'on ne fait que reporter et donc permettre, pendant cette période de confinement, de rester encore en vie. Et donc l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on a droit d'annuler, d'abandonner une partie de ses créances. D'un point de vue du principe de l'égalité face à l'impôt, ça paraissait délicat, mais il semblerait qu'on ait cette possibilité-là et qu'on aille vers potentiellement un abandon pour un certain nombre d'entreprises, mais ça ne serait pas généralisé. Justement, au moment du déconfinement, il y a déjà une date qui a été avancée, cette fameuse date du 11 mai pour une reprise partielle de l'activité. Il va falloir s'attendre à quoi à ce moment-là? Le pire est peut-être à venir. Pour les entreprises, un certain nombre d'entre elles ne réouvriront pas, donc il va falloir attendre plutôt mi-juillet pour potentiellement avoir l'espoir de réouvrir. Et donc la période pour elles va être beaucoup plus longue et donc les aides vont devoir être plus significatives. Et alors ensuite, pour les salariés, qu'est-ce qui va se passer sur les écoles? Est-ce qu'on sera encore en garde d'enfants ou pas? Est-ce que les entreprises auront mis suffisamment de barrières et de gestes barrières pour éviter et pour rassurer l'intégralité des salariés? Vous voyez, ça, ce sont des grandes questions, mais toutes les entreprises ont aujourd'hui encore 4 semaines pour s'y préparer et pour faire en sorte qu'on puisse accueillir l'intégralité des salariés en toute confiance, parce que la confiance va être un élément central pour la reprise économique. Vous voyez, le consommateur va reprendre sa consommation s'il a confiance dans le fait que la crise sanitaire est plutôt derrière que devant. De la même manière, le salarié va retourner au travail s'il pense qu'effectivement, il est en sécurité au travail. On a commencé à dire que le monde de demain ne pourra plus être celui d'hier, qu'il va falloir changer certains des comportements, certaines réalités. On parle de la relocalisation de notre industrie notamment. Vous y croyez, vous, à ces changements? On va essayer, dans un certain nombre de secteurs, d'actifs qu'on appelle essentiels, de retrouver une souveraineté. Et donc on pense notamment à la santé, à la pharmacie, on pense à l'eau, à l'électricité ou à un certain nombre d'industries. Mais ça ne va pas être non plus une révolution complète. Vous voyez, aujourd'hui, le consommateur réagit essentiellement à un signal prix. On va acheter le produit le moins cher. Merci beaucoup Éric Heyer pour ce décryptage. Parmi les mesures fortes annoncées par Emmanuel Macron lors de sa première allocution, la fermeture des établissements scolaires, des universités également. Résultat, depuis le début du confinement, ce sont des milliers de Français qui vivent l'école à la maison. Allons prendre la température du côté de ces élèves, ces enfants et forcément du coup des parents qui ont été contraints de se réadapter, d'improviser aussi. C'est un reportage de Noé Poitvin. Antoine, 11 ans, Camille, 15 ans, Alice, 18 ans. Cette fratrie vient de passer un mois confinée sans aller à l'école. Pour Camille, en classe de 3e, c'est l'apprentissage de l'autonomie. Au début, c'était un peu compliqué de travailler tout seul parce que l'ENT ne marchait pas tout le temps. Les profs ne mettaient pas régulièrement le travail en ligne.
Alice, sa grande sœur en terminale, a connu les mêmes difficultés pour se connecter. Mais ce qui la préoccupe surtout, c'est le bac, désormais en contrôle continu. On n'avait pas du tout prévu d'être évalués sur nos compétences tout au long de l'année. Il faudrait travailler un peu plus pour le 3e trimestre. Jocelyne Simon, leur maman, est présente pour les aider, contrainte de s'organiser avec son télétravail. Un petit train-train s'est installé au fil des semaines. En général, les enfants dorment le matin, donc j'en profite pour faire mon télétravail au maximum, pour me rendre un peu plus disponible pour eux pour l'après-midi. Retourner à l'école, c'est la question qui hante les familles. 4 mois à la maison auraient forcément des conséquences sur les apprentissages. Je pense que c'est pas aussi efficace quand même qu'une vie de classe ordinaire. Et probablement qu'en septembre, eh bien, les professeurs devront réadapter les programmes en fonction des acquis des élèves. Alors pour occuper ces journées souvent trop longues, la famille Simon profite du soleil. Un peu d'exercice dans la cour de son immeuble. Voilà, les Français qui croulent sous les informations ne parlent que de ça, du matin au soir, du coronavirus. Il est peut-être temps de développer notre esprit critique et ça tombe bien, notre invité adore faire cela. Bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes sociologue, vous avez écrit de nombreux ouvrages, le dernier Cabinet de curiosité sociale aux éditions PUF. Vous êtes aussi spécialiste des croyances, on en parlera dans un instant. Mais d'abord, selon vous, qu'est-ce que cette crise, cette pandémie révèle de notre monde et de notre société ? Écoutez, d'abord, il faut se rappeler qu'un virus, c'est porté par un corps humain. Il peut survivre longtemps dans un corps humain. Donc effectivement, il aime beaucoup se déplacer grâce à nous. Donc il aime le tourisme, il aime le commerce international, il aime les sociétés hyper connectées comme les nôtres. C'est ça que ça révèle. Entre autres, ça révèle aussi la compacité de notre vie sociale. Plus de 50% des individus vivent aujourd'hui dans des villes dans le monde et il est évident que les concentrations humaines favorisent aussi la diffusion des épidémies. Regardez ce qui se passe à New York et dans les grands centres urbains. Ça révèle aussi les inégalités sociales. Si les Noirs sont plus touchés que les Blancs, notamment aux États-Unis, c'est parce que souvent ils souffrent plus de diabète, qu'ils ont un système de couverture sociale moins, disons, moins favorable et puis aussi des conditions de vie plus difficiles. C'est un objet social total, comme aurait dit Marcel Mauss, un anthropologue du début du XXe siècle. Est-ce que ça en dit long aussi sur nos modes de gouvernance ? Par exemple, en France, on parle beaucoup de nos libertés individuelles avec le traçage numérique, alors qu'en Chine ou en Corée du Sud, même, ce n'est pas un débat. Oui, en même temps, comme vous l'aurez remarqué, même dans les démocraties, nous avons collectivement accepté de renoncer à une immense partie de nos libertés pour nous assurer de la sécurité. Cet équilibre entre liberté et sécurité, c'est un des grands serpents de mer de la vie démocratique. Ce que ça révèle aussi en termes de gouvernance, c'est que peut-être que nous avons besoin d'institutions internationales avec un pouvoir décisionnaire, donc autre que l'OMS, pour gérer des problèmes qui sont transnationaux. Pandémie, la question du réchauffement climatique, ne l'oublions pas, c'est une vraie question. Les questions migratoires, les questions fiscales sont des questions qui dépassent en fait le périmètre habituel des États-nations. Donc oui, il faut à la fois réimporter un certain nombre de questions, pouvoir produire soi-même des médicaments par exemple, mais non, toutes les questions ne se règlent pas sur le périmètre de l'État-nation. Et on en est loin de ce multilatéralisme avec Trump, Bolsonaro, Xi Jinping. Ça ne sera pas pour demain. Et donc la crise, elle révèle quelque chose qui taraudait déjà notre vie collective. C'est effectivement une tentation entre le repli national, on le voit chez Trump et d'autres formes de populisme politique, et la nécessité de gérer un certain nombre de choses de façon transnationale. Est-ce que ce confinement, au fond, est un traumatisme collectif, même si vous le disiez, on n'est pas logé à la même enseigne ? Oui, c'est un traumatisme pour nous tous, je pense, enfin, à part de rares exceptions, je pense que c'est quelque chose de relativement désagréable parce que ça nous met au pied justement de la négation de nos libertés. La liberté d'aller, la liberté de rencontrer ses amis, sa famille. Donc c'est un traumatisme. La question est de savoir si ça va être un traumatisme durable. Est-ce qu'il va y avoir une résilience ? Et là, on entend un peu tout et n'importe quoi pour dire la vérité. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Souvenons-nous de ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'après la Première Guerre mondiale, par exemple, la der des der. Il ne devait plus jamais y en avoir une autre. Et puis malheureusement, nous avons connu la Deuxième Guerre mondiale. Donc soyons prudents sur les prédictions que nous faisons à propos de ce confinement et les traces qu'il va laisser dans le psychisme collectif. Mais on était dans l'insouciance avant ? Oui, alors ce qui est sûr, c'est que notre attention va être
et peut-être de façon problématique, beaucoup plus attirée dès lors qu'il va y avoir un problème d'épidémie quelque part dans le monde. On a vu beaucoup d'épidémies, ça fait la 4e quand même depuis le début du 21e siècle, d'importation d'un virus animal vers le monde humain. Et donc c'est une question qui s'est posée fréquemment, mais on a vu qu'il y a une seule, celle du coronavirus, la Covid-19, qui nous a posé un problème de pandémie mondiale. Mais prenons garde d'avoir un ordonnancement des risques, une ordinalité des risques qui demeure rationnelle. Vous le voyez bien aujourd'hui, il y a des gens par exemple qui n'osent plus aller à l'hôpital alors qu'ils font un AVC ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a beaucoup de fake news, beaucoup d'infos, beaucoup d'infox aussi, vous le dites vous-même. Ça, c'est un vrai risque, d'abord pour la santé publique, finalement. Oui, il y a eu 3 phases. La première phase, qui a bien été pointée par l'OMS, qu'elle a appelée infodémie, c'est le début de l'épidémie, en fait, qui n'intéresse que les scientifiques, on va dire, et puis les marges d'Internet, à savoir les complotistes. On voit déjà donc des théories du complot. Une deuxième phase où le danger s'approche, n'est-ce pas, et on se réconcilie en quelque sorte avec l'expertise scientifique, parce qu'on se dit là, les choses sont sérieuses. Et la troisième phase, clairement, c'est celle du confinement. On voit un pic de recherche Google sur coronavirus complot, vous pouvez le vérifier vous-même, et là on voit le ressurgissement de ce que j'ai appelé la démocratie des crédules. Ça peut être effectivement très grave. Regardez ce qui s'est passé en Iran, par exemple, avec cette rumeur selon laquelle l'alcool protège du coronavirus, des centaines de morts à cause de cela, parce que je vous rappelle que l'alcool est interdit en Iran, donc quand les gens ont voulu se retourner vers l'alcool, soi-disant était un médicament possible, ils ont avalé du méthanol ou de l'alcool frelaté, et beaucoup en sont morts. Et puis on a le sentiment aussi que tout le monde est devenu médecin, tout le monde a son avis sur le traitement, sur la chloroquine par exemple. Ouais. Est-ce que ça vous étonne ça? Ça ne m'étonne pas du tout, c'est un des aspects de la démocratie des crédules. On a produit plus d'informations dans les 2 dernières années que depuis l'origine de l'humanité. Donc on a une disponibilité de l'information qui nous donne l'impression de savoir. Or l'impression de savoir est plus nuisible à la connaissance que l'ignorance même. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, c'est un effet qui vous donne l'impression de savoir quand vous commencez à vous intéresser à un phénomène, vous ne vous apercevez pas encore de l'ampleur de votre incompétence. Et ça donne par exemple des sondages qui nous disent que 59% des Français, n'est-ce pas, croient savoir que l'hydrochloroquine est une bonne disposition pour soigner le coronavirus. Voilà, alors qu'on n'en sait rien pour l'instant. Une dernière question sur les suites. Au-delà du déconfinement, que l'on ne vit toujours pas, quand cette crise sanitaire sera vraiment derrière nous, est-ce que vous pensez que l'on reprendra notre vie comme avant ? Alors, je constate que dans le monde contemporain, il y a de plus en plus de Nostradamus qui prétendent savoir ce qui va se produire. Moi, je ne veux pas jouer ce jeu-là. Ce que l'on peut savoir, en revanche, parce qu'il y a des précédents, par exemple de catastrophes naturelles, c'est qu'il y a une logique assurantielle qui se met en ordre, c'est-à-dire que les gens contractent plus d'assurance, et puis on voit que ça disparaît relativement vite, en fait, dans le temps. Donc on peut peut-être parier sur une forme de résilience comme ça, mais je constate qu'en effet, il y a une forme d'opportunisme idéologique qui consiste à dire, quand même en s'adossant à des milliers de morts, ce que je trouve moralement un peu discutable, voyez, j'avais raison, la nature nous envoie un message, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut raison garder. L'humilité. Donc merci beaucoup Gérald Bronner pour votre analyse sur France 24. On l'a bien compris, du jour au lendemain, nos vies ont changé, fini les divertissements et le sport. Les Français se sont rués vers les supermarchés et les rues sont désertes comme un 15 août à Paris. Reportage à Toulouse d'Isabelle Lelion. Il est interdit de s'engager sur les berges du canal du Midi. Et si je peux prendre mon vélo, c'est seulement dans un but précis. Par exemple, travailler pour vous montrer ma ville à l'heure du confinement. Jamais on n'a aussi bien circulé en centre-ville. Mais pour acheter des fruits et légumes, il faut changer ses habitudes. 6 jours sur 7 se tient ici un des marchés de plein vent parmi les plus populaires et les moins chers de Toulouse. Depuis 3 semaines, il est fermé sur ordre du préfet. Seuls quelques petits marchés de quartier subsistent, ainsi que 3 grands marchés couverts où, nous allons le voir, les entrées sont surveillées. Un peu de patience pour y accéder. Il faut passer devant un vigile qui sépare les couples. C'est monsieur ou madame qui va faire les courses, mais c'est pas les deux à la fois. D'accord. Nous n'avons pas le droit d'être plus de 100 à l'intérieur, vendeurs compris. Donc merci de respecter les distances de sécurité, c'est très très important. Seule la moitié des étals sont ouverts et ils accusent une baisse de 40% de chiffre d'affaires. Quant au chiffre d'affaires, l'important c'est d'être là. Vous savez, on ne compte pas trop en ce moment. Ce qui compte, c'est d'être là, d'être le relais entre les producteurs de la région et les Toulousains qui sont restés sur Toulouse. Direction la Garonne, les plus belles vues sur la ville, avec le soleil qui fait rougeoyer la brique. C'est ici que Toulouse devient ville rose. Des grilles empêchent d'accéder au fleuve et personne ne triche. Globalement, c'est respecté. De toute façon, c'est fermé. Et les gens essayent de garder la distance en courant, donc c'est plutôt respectueux, je trouve.
Toulouse est la deuxième plus grande ville universitaire de France, avec plus de 120 000 étudiants. Beaucoup sont rentrés chez eux. Ils attendent de savoir quand ils pourront passer leurs examens de fin d'année. Quand il fait beau, ils se retrouvent ici, place Saint-Pierre, pour faire la fête. Mais vous le voyez, tous les cafés, tous les restaurants sont fermés. Il n'y a plus une terrasse où se poser. Au mois de juin dernier, une foule immense s'est réunie ici, place du Capitole, pour acclamer les joueurs du Stade toulousain qui rapportaient le bouclier de Brennus et leur 20e titre de champion de France. Tous au chômage partiel, ils jouent collectif en relayant la consigne « Restez chez vous ». Voilà, restez confinés, restez chez vous, mais restez connectés à France 24. Et surtout, continuez à rester créatif. On l'a vu ces dernières semaines, le confinement a aussi fait émerger du positif. D'ailleurs, on vous laisse avec les meilleures vidéos, celles qui circulent sur vos téléphones et sur Internet. Ces pépites qui vous ont sûrement fait sourire, vous aussi, Julien. À très vite, Elisabeth. À très vite sur France 24. À très bientôt dans les journaux. Papa